Tout ce que vous pensiez savoir sur la guerre moderne vient de devenir obsolète. Au cours des 5 dernières semaines, une opération militaire s'est déroulée qui a fondamentalement réécrit la façon dont les nations projettent leur puissance. Nous parlons du démantèlement systématique d'une doctrine militaire qui a pris 40 ans à construire, enfouie sous des montagnes, renforcée d'acier et de béton. Elle n'existe plus, pas endommagée, complètement anéantie. Le temps que vous finissiez de regarder cette vidéo, vous comprendrez ce conflit à un niveau que la plupart des analystes militaires tentent encore d'atteindre. Je vais vous guider à travers toute cette opération, couche par couche. Nous examinerons les armes qui l'ont rendu possible, les commandants qui ont été éliminés, la catastrophe économique qui a entraîné 22 nations dans le conflit et la question cruciale à laquelle personne n'a encore répondu, est-ce vraiment terminé? Avant d'aller plus loin, vous devez comprendre la stratégie iranienne car ce n'était pas de l'imprudence. C'était calculé et exécuté au moment économiquement le plus douloureux possible. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes coordonnées baptisées Opération Epic Fury. Près de 900 frappes ont été effectuées dans les 12 premières heures, ciblant les missiles iraniens, les systèmes de défense aérienne, les infrastructures militaires et directement le commandement iranien. La réponse de l'Iran fut immédiate. Des missiles et des drones de représailles ont frappé les bases américaines, les États du Golfe, les villes israéliennes et les routes maritimes commerciales à travers le détroit d'Ormuz. Puis l'Iran a joué sa carte ultime. Il a fermé le détroit d'Ormuz. Cette phrase ressemble à un titre de journal, mais ce qu'elle signifie concrètement, c'est une urgence économique à l'échelle civilisationnelle. Le détroit ne mesure que 33 km de large en son point le plus étroit, 33 km. Ce seul passage transporte environ 20 millions de barils de pétrole chaque jour, près de 20% de tout le commerce maritime mondial de pétrole. Avant le conflit, 138 navires y transitaient quotidiennement. Le 17 mars, ce chiffre s'est effondré à 3 navires dans un couloir qui en accueille normalement 138. Le Brent a dépassé les $100 le baril le 8 mars pour la première fois en 4 ans. Il a finalement culminé à $126 le baril. Selon les analystes, cela représente la plus grande perturbation de l'approvisionnement énergétique mondial depuis la crise pétrolière des années 1970. Ce n'était pas du chaos, c'était la stratégie calculée de l'Iran, construite sur 3 couches militaires. Premièrement, les mines sous-marines. Au moins 12 mines ventouses de type MAM-3 et MAN-7 posées silencieusement à travers le détroit, conçues pour exploser au contact. Engineered pour interdire le passage à tout navire, silencieuses, patientes, dévastatrices. Deuxièmement, les vedettes rapides d'attaque. Des centaines de hors-bord affiliés aux gardiens de la Révolution opérant en essaim coordonné, attaquant simultanément les navires marchands depuis plusieurs angles. À la mi-mars, l'Iran avait confirmé au moins 21 attaques contre des navires marchands, dont des frappes fatales sur des pétroliers comme le MKD Vium. C'était de la terreur économique systématique. Troisièmement, les missiles de croisière anti-navires lancés depuis la côte. Le Nord, une adaptation iranienne du missile chinois CB-102 avec une portée de 120 à 170 km. Le Khalij Fars capable d'engager des cibles à 200 à 300 km. Et la Boumaï avec une portée dépassant 1000 km, capable de frapper des navires dans le golfe d'Oman. Ces missiles n'étaient pas sur des rampes de lancement à l'air libre. Ils étaient dissimulés dans des bunkers souterrains fortifiés, creusés dans un terrain montagneux, protégés par du béton armé et de la roche solide, conçus pour survivre à des frappes aériennes conventionnelles. L'Iran croyait ces bunkers intouchables. Il avait tort. Le 17 mars, le commandement central américain publiait un communiqué qui a stupéfié la communauté mondiale de la défense. Le CENTCOM confirmait que les forces américaines avaient employé avec succès plusieurs munitions pénétrantes de 5000 livres contre des sites de missiles iraniens fortifiés le long du littoral. L'arme en question était la GBU-72 Advanced Safeca Penetrator, et c'était sa première utilisation en combat réel. Permettez-moi de vous expliquer ce que fait cette arme car son ingénierie est remarquable. La GBU-72 est une bombe anti-bunker à guidage de précision pesant exactement 5000 livres, soit environ 2270 kg. Elle utilise un guidage GPS et inertiel. Les nuages, la fumée, l'obscurité, le brouillage électronique, rien de tout cela n'a d'importance. Elle trouve sa cible quelles que soient les conditions
frappant avec une précision de quelques mètres seulement. Mais voici ce qui la rend véritablement redoutable. La bombe n'explose pas au contact de la surface comme les bombes traditionnelles. Son corps, en acier allongé, est conçu pour minimiser la résistance à l'air et concentrer la force cinétique maximale sur la plus petite surface d'impact possible. Lorsqu'elle frappe, elle ne s'arrête pas en surface. La GBU-72 pénètre 30 mètres de terre compactée ou plus de 6 mètres de béton armé avant que son fusée à retardement déclenche la détonation. Pensez à ce que cela signifie. La bombe est à l'intérieur de la structure lorsqu'elle explose. Dans un espace souterrain confiné, l'onde de choc n'a nulle part où s'échapper. La pression se propage vers l'intérieur. La structure n'est pas frappée de l'extérieur, elle est détruite de l'intérieur. La GBU-72 a été développée pour combler un vide critique dans l'arsenal américain, se positionnant entre l'ancienne GBU-28, entrée en service en 1991, et la GBU-57, bien plus grande et bien plus rare. En déployant la GBU-72 contre l'infrastructure de missiles côtiers iranienne, l'armée américaine a préservé son stock limité de la plus grande arme pour des cibles liées au nucléaire. C'est une gestion sophistiquée des munitions à l'échelle stratégique. Plusieurs bombes GBU-72 ont été larguées sur des tunnels souterrains fortifiés le long des côtes nord du détroit d'Ormuz. Les cibles abritaient les missiles de croisière anti-navires Nord, Khalij Fars et Abu Mahi, les armes mêmes qui avaient transformé chaque pétrolier en cible potentielle. Le CENTCOM a confirmé les résultats sans ambiguïté. Les structures souterraines avaient été détruites de l'intérieur. L'amiral Brad Cooper a rendu le verdict qui a mis fin au débat. Le stock de missiles iraniens avait été réduit de 90%. 90%. Ce n'est pas un dommage, c'est une élimination, mais les planificateurs militaires américains avaient compris quelque chose de crucial que les gros titres avaient raté. Détruire les sites de missiles n'était pas suffisant, car des menaces significatives subsistaient sur l'eau. Des menaces rapides, mobiles, opérant en essaim, qui nécessitaient des armes complètement différentes. C'est là qu'émerge la deuxième arme décisive de ce conflit maritime de 2026. Un avion conçu dans les années 1970, l'A-10 Thunderbolt II, le Warthog. Les gens demandent pourquoi un avion vieux de 50 ans est pertinent dans un conflit moderne. La réponse révèle quelque chose d'important sur la façon dont les guerres se livrent vraiment. Au cœur de l'A-10 se trouve le GAU-8 Avenger, un canon rotatif à 7 canons de 30 mm tirant 3900 coups par minute. Ces obus perforants déchirent les vedettes rapides en quelques secondes. Mais l'avantage décisif de l'A-10, c'est ce que les planificateurs militaires appellent le temps de loitering prolongé. L'A-10 vole bas et lentement, à des vitesses plus proches des avions à hélice que des jets modernes. Cela lui permet de tourner en cercle au-dessus des zones cibles pendant de longues périodes, maintenant un contrôle visuel et de feu continu. Il emporte des missiles AGM-65 Maverick et des roquettes non guidées. Il fonctionne comme une plateforme d'armement volante, restant en station pendant des heures, surveillant et neutralisant tout ce qui bouge sur l'eau en dessous. Selon les communiqués officiels du CENTCOM, les A-10 ont été déployés spécifiquement pour traquer et détruire les essaims de vedettes rapides iraniennes dans le détroit d'Ormuz, associés aux hélicoptères d'attaque AH-64E Apache équipés de missiles Hellfire et de canons de 30 mila pour éliminer les menaces mobiles le long du littoral iranien simultanément. Les résultats ont été décisifs. La stratégie d'essaim de l'Iran, colonne vertébrale de sa doctrine de guerre navale asymétrique, s'est complètement effondrée. La flotte, qui perturbait 27% du trafic dans le détroit, a subi des pertes catastrophiques et irremplaçables. Les vedettes rapides iraniennes sont passées de chasseurs à chassés du jour au lendemain. Pendant que les A-10 patrouillaient dans les airs au-dessus du détroit, aucun navire iranien ne pouvait sortir pour poser de nouvelles mines. Les opérations de déminage sont devenues considérablement plus sûres. L'avion conçu pour détruire les chars soviétiques lors d'une guerre terrestre en Europe était devenu le bouclier protecteur d'une voie maritime mondiale. Le 26 mars, le porte-parole du Pentagone, Tim Hawkins, confirmait que des drones nautiques autonomes sans équipage patrouillaient activement dans le détroit d'Ormuz tout au long de l'opération Epic Fury.
La plateforme était le GARS, un bateau autonome de 5 mètres développé par la société Black Sea Technologies du Maryland, capable d'une navigation entièrement autonome sans opérateurs humains. Ces engins ont effectué des patrouilles totalisant plus de 450 heures opérationnelles. Avec une autonomie dépassant 2200 milles nautiques, leur mission principale était la surveillance et l'alerte précoce. Mais ils disposaient d'une capacité secondaire, leur conversion en véhicules d'attaque kamikaze, des armes autonomes coûtant une fraction du prix des navires de guerre traditionnels et ne nécessitant aucun risque humain. L'Iran avait attaqué des pétroliers avec des drones navals à 2 reprises lors de ce conflit. Les États-Unis avaient été critiqués pour leur lenteur à contrer cette menace asymétrique. Le déploiement des GARC était la réponse. L'Amérique ne se contentait plus de répondre à la guerre asymétrique. Elle la combattait en utilisant la même logique économique que celle employée par l'Iran. Puis vint l'opération qui a changé le calcul psychologique. Le ministre israélien de la Défense Israël Katz et le premier ministre Benjamin Netanyahou ont annoncé une frappe nocturne critique qui a fondamentalement changé le cours des événements. L'amiral Ali Reza Tangsiri, commandant de la marine des gardiens de la révolution islamique, le plus haut gradé directement responsable de la fermeture du détroit d'Ormuz et de la campagne de pose de mines, a été tué dans une frappe aérienne israélienne dans la ville portuaire stratégique de Bandar Abbas. Le ministre israélien de la Défense a rendu le message explicite. Nous vous retrouverons un par un. Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a résumé le résultat opérationnel lors d'une réunion du cabinet avec le président Trump en une seule phrase. L'Iran n'a plus de marine ni de commandant naval, pas affaibli, pas dégradé, disparu. Des analyses militaires indépendantes l'ont confirmé. Selon des examens détaillés, les forces américaines ont détruit ou mis hors de combat plus de 120 navires de guerre iraniens, aussi bien de la marine de la République islamique d'Iran que de la marine des gardiens de la Révolution. Les principales installations navales de Bandar Abbas à l'entrée du détroit, ainsi que les installations de Chabahar et Konarak dans le golfe d'Oman, ont été frappées dans les premières heures à l'aide de missiles de croisière Tomahawk lancés depuis des destroyers de la marine américaine. Le 20 mars, 20 navires de guerre iraniens avaient été confirmés coulés ou gravement endommagés. Des images satellites montraient le grand navire de soutien Iran Makran visiblement en flammes à quai. Si vous souhaitez rester informé au fur et à mesure que ces développements continuent de se dérouler, si vous voulez une analyse qui va au-delà des chiffres de surface pour expliquer ce que font les armes, ce que signifient les décisions et vers où tout cela mène, alors s'abonner à McDonald Reports est essentiel. Activez les notifications, car dans un monde qui évolue aussi vite, être informé n'est pas une option. Vous avez besoin de cet avantage informationnel. En prenant du recul par rapport aux frappes individuelles, on voit émerger quelque chose d'historiquement sans précédent en termes d'intensité et d'envergure. Des bombardiers furtifs B-2 Spirit ont décollé depuis le territoire continental américain pour des missions non-stop de 37 heures, se ravitaillant plusieurs fois en vol, frappant les installations souterraines profondes de l'Iran avec des bombes pénétrantes de 2000 livres et des GBU-57. Les systèmes de défense aérienne iraniens ne pouvaient pas les détecter. Ils étaient invisibles pour toute l'architecture de défense aérienne iranienne. Les B-1B Lancer ont mené des missions de frappe globale de 34 heures contre les dépôts de missiles anti-navires iraniens, exploitant leur capacité de vitesse supersonique et leur énorme charge utile interne pour larguer des bombes de la série GBU à guidage de précision. Les B-52 Stratofortress ont rejoint les opérations début mars, frappant des dépôts de stockage de drones, des installations de production de torpilles et des plateformes de lancement côtières, maintenant une pression continue sur le territoire iranien pendant des heures. Selon les données officielles du CENTCOM, au bout de la 5e semaine de l'opération, plus de 11 000 cibles avaient été frappées, plus de 11 000 sorties de combat avaient été effectuées, plus de 150 navires iraniens avaient été endommagés ou détruits. Le président Trump a abordé directement l'ampleur des opérations, déclarant que l'armée américaine écrasait les stocks d'armes de l'Iran, détruisant ses usines de missiles et de drones à des niveaux que personne n'aurait cru possibles et réduisant sa base industrielle de défense à néant. L'amiral Cooper a confirmé que l'opération ne ciblait pas simplement les systèmes d'armes actifs. Elle démantelait systématiquement l'infrastructure industrielle sous-jacente, les chaînes de production, les réseaux logistiques, les structures de commandement permettant à l'Iran de régénérer ses capacités.
Cela incluait une installation de stockage de drones navals identifiée le 1er mars et complètement détruite en 8 jours. Une usine de production de drones d'attaque à Téhéran rendue inopérable moins d'une semaine après son identification. Le dépôt militaire de Yazd, installation de commandement critique des gardiens de la Révolution produisant des torpilles légères et lourdes, a été frappé avec la destruction totale de ses 8 bâtiments de production. Cependant, même après toute cette destruction, bunkers effondrés, flotte navale décimée, commandant de la marine des gardiens tués, stock de missiles réduit de 90%, usine de drones ciblées, l'Iran n'est pas totalement hors course. Des lanceurs mobiles camouflés ont survécu à la campagne. La capacité de l'Iran à produire des drones kamikazes de type Shahed n'a pas été complètement éliminée, et surtout, les mines déjà posées dans le détroit sont toujours là, chacune d'entre elles. Les opérations de déminage devraient prendre des semaines, mais voici ce que l'Iran a fait et que la plupart des médias occidentaux n'ont pas correctement expliqué. Même alors que ses capacités militaires conventionnelles s'effondraient, l'Iran a reconnu qu'il conservait encore un levier économique. L'Iran a commencé à exiger une taxe de transit de 2 millions de dollars des pétroliers, tout en laissant passer librement ses propres exportations pétrolières et les navires de nations alliées sélectionnés. Le 26 mars, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé que les navires de 5 nations, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Irak et le Pakistan, transiteraient sans interférence. Les navires malaisiens et thaïlandais ont ensuite obtenu un accès. L'Iran exploitait le détroit à la fois comme champ de bataille et comme poste de péage, étranglant sélectivement les intérêts économiques occidentaux tout en protégeant ses propres relations. Le détroit n'était pas qu'une arme. Aussi dégradée que soit la capacité militaire iranienne, ce levier n'avait pas été entièrement supprimé. La perturbation a coûté au monde bien plus que les chiffres pétroliers en une du journal. La fermeture a affecté le pétrole brut, mais les marchés de l'aluminium ont convulsé, les prix des engrais ont explosé et les chaînes d'approvisionnement mondiales en hélium ont été perturbées, car une quantité significative d'hélium transit par la région. L'installation de Ras Laffan au Qatar, l'un des principaux hubs d'exportation de GNL au monde, a été frappée par des drones iraniens, provoquant un incendie et perturbant les opérations. Le ciblage par l'Iran des infrastructures énergétiques du Golfe était chirurgical, visant des nœuds spécifiques pour infliger un maximum de douleur au marché. Les données des assurances maritimes racontent cela froidement. Avant le conflit, les primes de risque de guerre s'élevaient à environ 0,125% de la valeur du navire par traversée. Quelques jours avant le début des hostilités totales, elles sont passées à 0,2 à 0,4% et jusqu'à 4% pour les très grands pétroliers, soit environ 250 000 $ supplémentaires par superpétrolier et par traversée. Une fois le conflit déclenché, la couverture de risque de guerre des protections et indemnités a été effectivement retirée dès le 5 mars. Le détroit était fermé non pas seulement par la force, il était fermé par les mathématiques. L'économie rendait le transit fonctionnellement impossible, quelle que soit la menace militaire. Cela explique pourquoi la réouverture du détroit n'a jamais été simplement un objectif militaire. C'était une urgence économique mondiale, le plus grand choc d'approvisionnement depuis les années 1970. C'est pourquoi 22 pays ont finalement été impliqués. Le 19 mars, un tournant diplomatique crucial s'est produit. Les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Japon et du Canada ont publié une déclaration commune condamnant la pose de mines par l'Iran, ses attaques de drones et son blocus du détroit, annonçant des contributions concrètes pour rétablir un passage sûr. 22 pays ont finalement promis leur soutien. Le Royaume-Uni est devenu l'ancre opérationnelle de la coalition pour le déminage. La Royal Navy a confirmé le déploiement de drones de chasse aux mines, sans équipage, et de véhicules de surface autonomes, conçus pour détecter et neutraliser les mines iraniennes à distance de sécurité, en utilisant la technologie acoustique et magnétique pour déclencher des détonations contrôlées sans risque humain. Des experts militaires britanniques ont été dépêchés pour coordonner avec les forces américaines, et le destroyer de type 45 HMS Dragon a été déployé en Méditerranée orientale, avec les bases britanniques mises à disposition pour les opérations de frappe américaines. La division du travail était précise. Les États-Unis frappaient depuis les airs. Les systèmes autonomes britanniques neutralisaient les menaces invisibles sous-marines. Mais cette déclaration du 19 mars ne raconte pas toute l'histoire. Avant cela,
L'Australie, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni avaient tous décliné la demande initiale de Trump d'envoyer des navires de guerre dans le détroit. Trump n'a pas caché sa frustration, s'exprimant depuis le bureau ovale pour déclarer que l'OTAN commettait une erreur stupide, remettant en question la solidité de l'alliance au moment où elle comptait. Ce revirement n'était pas du multilatéralisme par principe, c'était la douleur économique. Le pétrole dépassant les $120 le baril, les marchés des matières premières en chaos, les chaînes d'approvisionnement européennes sous tension, c'est ce qui a transformé la réticence en engagement. Avec environ 50 000 militaires américains déployés pour soutenir l'opération Epic Fury, la capacité opérationnelle pour maintenir les efforts reste formidable. Voici les chiffres qui comptent maintenant. Avant le conflit, 138 navires par jour transitaient par le détroit d'Ormuz. Le 17 mars, ce chiffre s'est effondré à 3. Fin mars, il remontait à environ 15 par jour. Encore bien en deçà de la normale, mais la tendance est indiscutablement à la hausse. Le commandant du CENTCOM, l'amiral Cooper, a déclaré clairement « Le verrou du détroit n'a pas encore été complètement ouvert, mais la majorité du mécanisme de verrouillage a été brisé. » Les analystes militaires et énergétiques projettent qu'un retour à 60 à 70% du trafic normal dans le détroit pourrait intervenir dans les semaines à venir si le déminage se poursuit et si l'Iran ne parvient pas à reconstituer ses capacités asymétriques. Maintenant, prenons du recul par rapport aux événements spécifiques. Ce qui en ressort est quelque chose d'historiquement sans précédent en intensité et en portée. Ce qui s'est passé est une démonstration en temps réel des opérations multidomaines, l'intégration simultanée de la puissance aérienne, des systèmes maritimes autonomes, des armes de frappe souterraines de précision, des réseaux de renseignement et des frappes chirurgicales de décapitation du commandement, le tout synchronisé pour atteindre un seul objectif stratégique. Aucun élément seul n'aurait suffi. Les bombardiers furtifs P-2 ne pouvaient pas neutraliser les vedettes rapides. Les Zadis ne pouvaient pas pénétrer les bunkers souterrains. Les drones nautiques GARS ne pouvaient pas détruire les batteries côtières. Mais combinés, synchronisés à travers les domaines et les calendriers, ils ont démantelé une défense en couche construite sur 4 décennies en moins de 5 semaines. La GBU-72 mérite une place spéciale dans l'histoire. Développée à partir de 2017, autorisée pour utilisation opérationnelle en octobre 2021, jamais utilisée en combat réel avant les frappes dans le détroit. Ses débuts ont validé des années d'investissement. En la déployant plutôt que la GBU-57, plus grande et plus rare, les planificateurs américains ont démontré une pensée stratégique sophistiquée, préservant la plus grande arme pour des cibles liées au nucléaire, tout en obtenant des résultats décisifs. Les drones nautiques autonomes GARS pointent le plus directement vers ce qui vient ensuite. Des véhicules de surface sans équipage, conduisant 450 heures de patrouille soutenue, capables d'être réorientés de la surveillance vers des attaques kamikazes sur commande. Associés aux systèmes autonomes de chasse aux mines de la Royal Navy, déclenchant des détonations contrôlées sans un seul marin en danger. Voilà l'architecture de la guerre maritime pour la prochaine génération de conflits. L'Iran comprenait la guerre asymétrique mieux que presque tout le monde. C'est pourquoi il avait fortement investi dans des menaces bon marché et reproductibles en masse, drones, mines, vedettes rapides, pour submerger la capacité de réponse de l'adversaire. L'erreur fatale, avoir supposé que l'adversaire ne développerait pas de systèmes autonomes capables de contrer ces menaces bon marché à un coût tout aussi faible. Les drones nautiques GARS n'ont pas besoin d'équipage. Les drones de déminage n'ont pas besoin de plongeurs. Les fondements mathématiques de la guerre asymétrique ont changé ici. Le détroit d'Ormuz est l'endroit où ce changement s'est produit pour la première fois en combat réel. La doctrine stratégique iranienne de 40 ans est brisée. Le détroit a toujours été le levier ultime de l'Iran, en essence une option nucléaire sans armes nucléaires réelles. L'hypothèse sous-jacente était que les adversaires hésiteraient à payer le coût du démantèlement, qu'aucun pays n'accepterait la perturbation économique, le risque militaire, l'engagement soutenu requis. Cette hypothèse est morte. Le prix a été payé. Les batteries côtières iraniennes sont largement silencieuses. La flotte navale est décimée. Plus de 150 navires endommagés ou détruits. Le commandant de la marine des gardiens tué. Les stocks de missiles souterrains réduits de 90%. Les usines de drones ciblées. Les bases navales frappées dès les premières heures.
L'architecture du blocus, construite sur 4 décennies, s'est effondrée en quelques semaines. Mais la question cruciale demeure sans réponse. Qu'est-ce qui vient après? L'Iran dispose toujours de lanceurs mobiles ayant survécu aux frappes, conserve une capacité de production de drones, détient le savoir-faire pour se reconstruire. Les mines dans le détroit sont encore en cours de neutralisation. La perturbation économique se fait encore sentir dans les prix du pétrole, sur les marchés des matières premières et dans les taux de fret maritime qui restent élevés. La normalisation complète du détroit est un processus, pas un événement, et ce processus n'est pas achevé. Les États-Unis n'ont pas seulement remporté une bataille, ils ont démontré, dans le point d'étranglement maritime le plus stratégique de la planète, un modèle entièrement nouveau de projection de puissance, capacité de frappe souterraine, guerre de surface autonome, domination aérienne persistante, frappe chirurgicale de décapitation, le tout synchronisé pour démanteler une défense fortifiée en moins de 5 semaines. Ce modèle sera étudié intensément par les adversaires, les alliés et tous les planificateurs militaires se demandant si c'est cela la guerre multidomaine américaine de 2026, à quoi ressemblera la confrontation de 2030? Cette question définit désormais l'équilibre des forces de la prochaine décennie. Nous continuerons à couvrir chaque développement, les opérations de déminage, les déploiements de la coalition, les chiffres quotidiens de transit, les efforts de reconstitution iraniens, tout ce qui vient ensuite, car cette histoire n'est pas terminée. La phase la plus aiguë est peut-être derrière nous, mais les conséquences stratégiques ne font que se déployer.